show Gonna Rire, le show franglais. On va essayer de savoir qui est Sugar Sammy, qui se cache derrière le comédien. Et bien sûr, il va nous parler de son art, de son spectacle. Vous êtes sur les ondes de CKIN, qui est le FM 106.3 Montréal. Tu vas voir ce show très métissé. Communauté haïtienne, on joue un peu de tour hip-hop, compas zouk, old school. Zouk. 8 heures à 10. You like zouk? I've danced that. Yeah. I think a woman got pregnant. I danced that. I was like, I think one of us got pregnant on this mess. You might want to get checked. We might want to get checked. Well, if you never danced zouk, come on, man. It's pretty much. C'est clair. Ouais. Voilà le temps de parler avec Sugar Sammy qui est en studio avec nous. Sugar Sammy, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien, merci. Ouais, on jasait tellement en off-air, c'était tellement cool. T'as déjà dansé? J'ai déjà dansé le zouk, puis j'ai dit, je pense qu'une fille est tombée enceinte quand j'ai dansé le zouk. Ouais, parce que c'est tellement, you know? Ouais. Tu sais, c'est ouais, chaud. C'est quoi? C'est chaud, puis c'est quoi qui jouait? C'était, oh ouais, Cyan Super Crew, Angela, pendant papa là, Angela. Oh man, it was over. Donc voilà, son introduction, Sugar Sammy, bienvenue parmi nous. Depuis combien de temps est-ce que tu es comédien professionnel? Humoriste depuis 15 ans. Combien de temps? Ouais, 15 ans, mais avant que je commence à faire un chèque de paye, c'était il y a 5 ans. Voilà. Ouais. Et pour toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? D'être Humoriste? humoriste? Oui, ouais. depuis que j'étais petit, c'est comme dans mon ADN. Je voulais toujours être humoriste. Puis depuis que j'ai vu Eddie Murphy Delirious, Oui. tu as déjà vu ce DVD-là? Je l'ai vu. Ah. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce stand-up-là? Parce qu'on parle, là, c'est dans les années 86 à peu près. Oui, ben moi c'était plus le fait que j'ai ri comme un malade. Puis je me suis dit, waouh, le sentiment qui a fait que j'ai eu juste en le regardant, je veux donner ça au monde. Tu sais, tu peux pas, c'est pas palpable, tu peux pas définir, tu peux pas vraiment mettre ça dans tes mains, mais c'est un sentiment que je voulais faire, je voulais en sorte que les gens le sentent grâce à moi aussi. À un moment donné, c'est tellement de fun de le regarder. Je me demande combien de fun il a à le faire, puis devant 18 000 personnes. Est-ce que tes parents ils t'ont encouragé? Parce que bon, moi je suis d'origine haïtienne et on sait que souvent les immigrants, on veut encourager nos enfants à être médecins, avocats, ingénieurs, donc d'embrasser des professions libérales. C'est sûr qu'au début ils étaient pas sûrs, mais là quand ça s'est déclenché puis quand ils ont vu que j'avais un talent quand même assez fort, ils sont devenus mes meilleurs fans puis ils m'ont donné un appui incroyable. Qu'est-ce que c'était pour tes parents justement qui sont arrivés? Ils sont arrivés à Montréal vers quelles années? Mon père en 67, puis ma mère en 73. Fait que ça, il a commandé. Puis sur l'internet, puis là, il est venu. Ça a pris 2 ans de shipping chez UPS, puis là, il est rentré. Ouais. Il est rentré. Ouais. Ah, bah, mais il y a eu un tracking number, c'était tout fait à temps. Tout était parfait. Ouais, tout était parfait. Et qu'est-ce que c'était? Une signature à livraison. Et qu'est-ce que c'était pour eux, leur réalité à leur arrivée? On parle des années 70 à Montréal. Ben, c'était beaucoup d'ajustements. C'est sûr que c'est l'ajustement de n'importe quel immigrant dans un nouveau territoire. Puis, c'est ça, mon père, il a commencé par nettoyer les tapis des gens chez eux. Puis après ça, il a commencé à vendre du jus d'un camion. Okay. Après ça, il a ouvert son dépanneur. Puis là, il y en a eu 2, 3, 4, 5, 6 pieds. Il a bâti ça de zéro. Tu sais. Il était toujours en train de faire quelque chose. Toujours travailler. Puis ça m'a donné comme comment tu dis ça, work ethic, l'éthique de travail. L'éthique de travail, mais c'était automatique. C'est automatique, c'est juste en le voyant travailler. Si un client avait besoin de quelque chose puis il l'avait pas, il commandait tout de suite. Il était vraiment bon avec ses clients. Il se rappelait des noms de tout le monde qui venait à son dépanneur. Puis il savait exactement ce qu'il voulait, les gens. Puis la service à la clientèle qu'il a donné à ses clients était exceptionnel. Puis j'ai appris ça de mon père beaucoup. Mais ça, c'était automatique. Mon père, il pense toujours qu'il est le boss. Mais quand on arrive chez nous, là, c'est clair. Tout de suite, mon père n'a pas le droit de prendre des décisions. C'est la maman. C'est la maman. Il s'habille même pas tout seul. C'est comme, c'est elle qui décide ce qu'il va porter. Elle décide la longueur de sa moustache, tout, là. C'est comme... Est-ce que toi, ta future conjointe, est-ce que elle, ça va être la même chose pour toi? Non, moi, c'est ça qui est difficile. C'est que moi, tu sais, j'ai comme... Moi, je vais pas laisser quelqu'un m'habiller. Moi, que les filles font toujours ça, tu sais, comme... Là, j'ai comme une image un peu bad boy, tu sais, je suis comme...
j'ai mon manteau de cuir d'habitude, puis j'ai comme, tu sais, des runnings, whatever. Mais la fille va toujours mettre comme un chandail Argyle sur toi. Oui. Et ça, c'est comme l'étampe du gars qui est comme whipped. Tu sais, Oui. comme, c'est l'étampe du gars que, that's it. Il a pas le droit de prendre de décision, puis on t'habille toujours comme un petit gamin de 5 ans. Tu sais, pour que d'autres filles ne soient pas attirées. On le sait, on connaît vos trucs. Oui. Là, je pense qu'il y a juste High five, les gars, let's go, les minorités ici, les femmes dans le studio. Et si on parlait un peu justement de ton enfance, t'as été à l'école, t'as grandi dans Côte-des-Neiges. Non, moi je veux parler encore de ce sujet-là. Je suis allé à l'école secondaire Lavoie à Côte-des-Neiges, À qui Côte-des-Neiges. était juste en arrière de la plaza Côte-des-Neiges. Et pour toi, ce quartier-là, qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui? Ben, c'est vraiment la raison pour laquelle je suis qui je suis. C'était le quartier le plus multiculturel. Ça l'est, je pense. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours Ah le plus oui, multiculturel au Québec. Puis mon école est encore, ben, mon ancienne école était l'école la plus multiculturelle au Québec. Et aussi, ce que j'ai aimé de ce quartier, de cette école, c'était multiculturel et bilingue. Donc c'était des enfants qui venaient d'un peu partout, mais qui parlent les deux langues parfaitement, les deux langues officielles du Canada. Donc c'est vraiment, je suis un produit de cet environnement-là. Je me rappelle, il y avait une prof, c'était tellement étrange, elle me sortait toujours de la classe pour 2 raisons. Parce que numéro 1, je faisais toujours des blagues, puis numéro 2, je parlais toujours en anglais puis en français en même temps. En même temps. Puis elle m'a dit, je m'en rappelle à un moment donné, elle m'a dit, tu sais, si tu continues de même, ça va mener nulle part. Wow! J'espère qu'elle va lire un journal, c'est ça. Donc toi, à ce moment-là, est-ce que ça a eu un impact sur toi? Est-ce que tu... Ben, non, ça c'est une prof en particulier, mais il y en avait plein d'autres, la majorité qui m'encourageaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est parce que quand tu encourages le talent de quelqu'un, puis tu dis, ah, j'aime ce que tu fais, écoute, un jour ça va mener quelque part, ben là, l'enfant va dire, il y a des possibilités, puis il va continuer à faire des recherches pour faire ce qu'il veut. Oui. Puis ça va lui donner comme le pouvoir mental pour aller le faire, continuer à le faire. Mais si on dit, ah, c'est mauvais, fais pas ça, ben là, l'enfant parle parce qu'il pense qu'il y a des conséquences tout de suite. Mais maintenant, pour être où est-ce que tu es aujourd'hui dans Vivre depuis 5 ans, tu as dû travailler fort. Donc, comment est-ce que ça s'est traduit, ce travail-là, ta recherche? Tu as écouté des vidéos, parce que je sais notamment qu'il y a Dave Chappelle. Tu as fait sa première partie, on va en parler tout à l'heure, qui t'a inspiré, d'autres stand-up comics. Donc, comment est-ce que tu as travaillé dans les dernières années pour être où est-ce que tu es aujourd'hui? C'est comme quand l'athlète s'en va s'entraîner dans le gym, les open mic, les petits shows de rodage, les petites salles où tu essaies du stock, tu sais, du nouveau matériel. Ouais. Ça, c'est un must pour un humoriste. Tu fais 3, 4, 5 fois par semaine, tu essaies, t'écris tout le temps. J'écris tout le temps quand il y a des affaires qui se passent. Puis là, je vais les essayer dans ces petites salles-là, dernière minute pour roder, avant de faire les gros spectacles. Puis ça te donne des capacités pour continuer, puis ça aide à t'améliorer dans ce que tu fais. C'est aussi la volonté, il faut que tu sois en amour avec ton travail. Moi, j'adore mon travail. Fait que c'est ça, du moment où il faut que tu aimes le travail que tu fais. Oui. Puis numéro 2, il faut que tu apprennes tous les côtés. Même les côtés que tu ne veux pas apprendre. Ou qui sont vraiment des côtés que tu te dis, ah, j'aime pas apprendre, c'est difficile. Comme quoi, donne-moi un exemple. Le dans côté ton cas. business, le côté marketing, le côté légal, le côté comptabilité. Il faut que tu apprennes tout, puis il faut que tu sois comme on top of the game à surveiller tout ce que tu fais. Toutes les parties de ta business. Parce que si tu le fais pas, ben, tu sais jamais ce qui va arriver. Il faut que tu planifies ta carrière comme un bon entrepreneur planifie sa business. Moi, j'ai appris ça de mon père. Est-ce qu'il y a des moments, par contre, que tu t'es dit, allons-nous farmer, que je sais pas si je vais y arriver, je vais lâcher? Des fois, ça m'arrive, tu sais, quand je me dis, man, trop de pression. T'sais. Puis après ça, je me dis, il faut que je trouve une autre job. Puis là, je regarde, puis je dis, ça me tente pas de lire puis écrire. Fait que je fais ce que je fais. Non, non, puis c'est ça. C'est pas une option. Des fois, ça arrive à tout le monde de dire, ah, man, c'est fatigant. Là. Mais tu te réveilles le lendemain, tu dors, you sleep on it. Tu te réveilles, puis tu dis, je pense qu'à ça. C'est comme si je faisais pas ça, je faisais autre chose. C'est comme si j'étais en amour avec une fille, puis je pouvais pas être avec elle, puis j'étais avec une autre fille que j'aime pas. C'est le pire feeling. Wow, c'est deep. C'est deep. C'est très deep. C'est deep, mais vous comprenez tout de suite. Oui, c'est compréhensible.
mais tu as eu un gros, j'ai utilisé l'expression anglophone breakthrough avec Dave Chappelle. On a parlé tout à l'heure, tu as fait sa première partie. Donc, pour les gens qui connaissent bien sûr, c'était un grand humoriste qui a été animateur également de son émission. Raconte-nous un peu ton expérience. Ben ça, c'est dans le temps, mon gérant qui s'appelait Mark Hamill m'a appelé, puis j'étais à Ottawa en train de faire des shows. J'ai headliné dans un comedy club qui s'appelle Absolute Comedy Club, un des meilleurs comedy clubs au Canada. Puis là, il m'a appelé quand j'étais en route de Montréal à Ottawa. Puis il me dit, "Hey Sammy, what are you doing Monday?" Je dis, "I don't know, I guess I'll go to open mic in Montreal. Je vais essayer du nouveau stuff dans le open mic." Je dis, "Okay, well you can do that. Or you can open for Dave Chappelle in Toronto." Puis là, j'étais comme... Ce dont tu parles dans tes spectacles, tu parles notamment des deux solitudes, que ce soit français, anglais. Tu parles 4 langues, ce qui est vraiment bien. Donc, ça te permet vraiment, tu apprécies, on voit que tu embrasses vraiment tes origines, mais également la terre d'accueil. Et pour toi, le fait de parler de ces réalités-là, je sais que tu as grandi dans la loi 100, tu sais, dans le boom de la loi 101, le référendum en 95, et t'en parles, ce que j'aime pas pour en parler. Donc, toi, comment est-ce que c'était quand tu étais jeune, pendant cette période-là, pour que maintenant, justement, tu en parles dans tes textes? Ben, c'est sûr que c'était une préoccupation parce qu'il y avait une tension, tu sais, une tension entre les ethnies puis les souverainistes, puis les anglophones puis les souverainistes. C'était une division en deux. Tu sais. Alors pendant ce temps-là, puis même à l'école, on avait des profs souverainistes, mais nous autres, on était tous, tu sais, de maisons ethniques fédéralistes, puis on avait plein de disputes puis de tensions à l'école pendant ce temps-là. J'en parle dans mon spectacle aussi. C'est très à propos, tu sais, je veux parler de ce temps-là parce que j'avais comme 15-16 ans dans ce temps-là, puis on avait toujours des disputes, tu sais, avec nos profs, puis dans les cours, les matières n'avaient pas rapport, c'est comme on est en géométrie, est-ce qu'on peut dropper ça puis faire les triangles? C'est comme... Est-ce qu'on peut jaser du parallélogramme qui est sur le tableau, monsieur, ou est-ce qu'on va... Non! On va parler de comment on est supposé d'être un pays. Est-ce que le pays est shapé comme un parallélogramme? Non, c'est pour voir à quel point vraiment c'était fort comme tension dans ce temps-là. Et à quoi d'autre est-ce que les gens doivent s'attendre pour ce prochain spectacle-là? Parce qu'on parle d'un spectacle bilingue. Oui, ben c'est comme le matériel, ça va être un range de plein de sujets. Ça va pas juste être le référendum, puis les deux solitudes. Ça va être tout. Ça va être ma vie à Montréal, mes parents, mes amis, mon école secondaire, ce que j'ai vécu dans les 2-3 dernières années en en étant connu au Québec, les réactions que j'ai eues. Ça va tout être là-dedans, mes voyages aux États-Unis. Je vais parler de tout ce qui est beaucoup d'affaires qui sont de Montréal, tu sais, les quartiers différents. Tu sais, même cette réalité-là où tu es ici. Puis, ouais, on est dans un studio, il y a un grec, 3 haïtiens, toi indien, puis on a aussi. On est 4 haïtiennes. Puis d'origine africaine. Donc, juste dans le studio de Skin, présentement, on représente la réalité. Ouais, on a comme 5 différentes skins dans... C'est vraiment intéressant de t'avoir parce que lorsqu'on te regarde, on voit que c'est vraiment le résultat de tout ce que Montréal a à offrir. Je réalise à quel point on est chanceux d'être où est-ce qu'on est. Parce que tu choisis pas où est-ce que tu es né, puis où est-ce que tu habites souvent dans ce monde-là. On est très très chanceux qu'on habite dans une société. Non seulement on peut manger 3 fois par jour, qu'on est capable d'avoir des voitures, de manger, de s'habiller, des fois bien s'habiller. Tu sais, qu'on a toutes nos jambes, nos bras, qu'on n'est pas blessé, on ne crève pas de faim, puis que, pas juste ça, qu'une personne comme moi peut être devant 1000 personnes, puis être à la télévision, puis de critiquer la société dans laquelle j'habite, puis d'en parler ouvertement, sans conséquence. Tandis qu'il y a beaucoup d'autres pays où tu te fais tuer pour des affaires comme ça. Alors ça, je pense, c'est la réalisation que j'ai faite très récemment, que je suis très chanceux, puis on est très chanceux qu'on est ici, puis que nos parents ont fait les efforts pour nous amener ici. Sugar Sammy, merci beaucoup pour ton temps.